Abidjan gronde. Les tensions montent partout en Côte d'Ivoire, et l'opposition resserre les rangs. Jusqu'où ira le front commun face au pouvoir de Ouattara? Entre reportages et débats. Suivons ensemble. Samedi 11 octobre 2025, Cocody. En face, police nationale et quelques partisans du Front commun. En fond, une marche interdite. Prévu se tenir entre le carrefour Hôtel d'Ivoire et le carrefour Sokosé dans la commune de Cocody, c'est finalement dans les quartiers comme Blocos que les militants seront dispersés à coups de gaz lacrymogène. Bilan, 230 personnes interpellées. Initiée par le Front commun PPSI-PDCI-RDA, la marche a évolué depuis lors en appel à la mobilisation et au boycott, qui se manifestera par des blocus dans quelques villes du pays. Des barrages de fortune installés, des activités économiques stoppées, mais la plupart circonscrits par les forces de l'ordre. Les motifs évoqués, un mandat jugé inconstitutionnel du président sortant, la tenue de dialogue politique et la réinsertion sur la liste électorale des leaders de l'opposition. Jusqu'où ira le bras de fer entre le Front commun et le pouvoir depuis le 11 octobre? Le Front commun, à travers justement plusieurs communiqués relayés sur les réseaux sociaux, a décidé de lancer des mouvements de protestation dans les rues. Le mouvement a commencé samedi dernier par une tentative de marche, alors qu'elle avait été interdite par le procureur. Ensuite, la stratégie semble avoir évolué ce lundi pour en arriver à une opération, semble-t-il, de boycott. On fait le point, messieurs. Alamine Fofana? En Côte d'Ivoire, on dit tout ça pour ça. Parce que moi, depuis le début, j'ai été stupéfait de voir ce que l'opposition allait proposer. En Côte d'Ivoire, on sait tous que dans ce genre de situation, on a deux cas de figure. On a une opposition qui va créer violation des libertés individuelles, dérive démocratique. On a le gouvernement responsable qui va parler de troubles à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État. Donc, on se disait tous que c'est ce qu'ils allaient nous servir. Mais la contradiction, c'est que lorsqu'on voyait le président Laurent Gbagbo dire qu'il sera candidat à l'élection présidentielle pendant qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, lorsqu'on voyait l'opposition dire qu'il n'y aura pas d'autre mandat pour le président de la République qui, lui, justement, est inscrit sur la liste électorale et a été reconnu par le Conseil constitutionnel, lorsqu'on voit l'opposition aussi dire qu'eux, ils sont républicains, eux, ils respectent l'état des droits, eux, ils respectent la justice, raison pour laquelle ils ont déplacé leur marche du 4 juin au 9 juin. Au 11. Au 11. Ah oui. La première marche. La première marche, d'accord. On se disait que par quelle équation miraculeuse, ils allaient arriver à ces résultats-là, malgré tous les différents éléments qui se bloquent. Et finalement, on vient voir qu'on revient au schéma classique. Moi, je suis inquiet parce que, par rapport à la question, où est-ce que ces manifestations vont mener, pour moi, nulle part. Et le souhait même, c'est que ça ne mène nulle part. Parce qu'il y a deux objectifs derrière. Une volonté de vouloir marcher qui va troubler la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Et moi, le même jour, j'animais une conférence au niveau de Cocody, par chance, donc j'ai pu éviter quelques lacrymogènes. Mais j'ai vu quelques personnes qui... C'était des mentalités d'insurrection. Donc on va l'enlever au pouvoir. Mais moi, il a dit, mais vous êtes en train de boire bien ici, vous dites on va l'enlever au pouvoir. Donc pour dire que, pour moi, ces revendications-là même ne doivent pas prospérer. Parce que le meilleur des cas, c'est que, par miracle, les institutions de la République vont se rétrograder. On aura une nouvelle révision de la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale. Ça relève des miracles. Et l'autre cas qui sera le plus désastreux, c'est qu'on arrive à une situation d'insurrection qui va maintenant mettre la Côte d'Ivoire mal. Patricia? 237 personnes arrêtées selon le ministère de l'Intérieur. Selon le ministre en personne. Le ministre de l'Intérieur, c'est dommage. C'est dommage qu'on en arrive là, mais il faut qu'on soit honnête. Si l'opposition descend dans la rue aujourd'hui, ce n'est pas par plaisir. C'est justement parce qu'on lui a refusé, on lui a fermé toutes les portes. Manque de dialogue. On va rappeler ici que l'opposition, depuis le début de l'année, depuis janvier, réclame un dialogue avec le gouvernement. Il y a aussi le refus de faire la révision de la liste électorale cette année. Mais ces deux faits, pour moi, ont conduit aujourd'hui l'opposition à appeler aux manifestations, à appeler les Ivoiriens dans la rue, et c'est bien dommage. On espérait, on craignait tous octobre 2025, il y a eu des trends sur TikTok et autres. On craignait que octobre serait un mois chaotique. On l'espère que ça ne le sera pas. Mais je me dis aujourd'hui, si l'opposition, puisque, bon, visiblement, on veut jeter tout sur l'opposition, mais si l'opposition aujourd'hui
se retrouvent en train de manifester, d'appeler à des marches, c'est justement parce qu'on lui a refusé le dialogue. Très bien. Alassane Drabo? Je pense que ce sont les angélos dociles qui de leur position, pensent que octobre 2020 se serait fait dans le calme total, alors que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, alors que Tidjane Thiam n'est pas sur la liste électorale. Je pense que ce sont les angélos dociles qui peuvent imaginer cela. Non, ceux qui sont dans la politique du réalisme savent bien évidemment qu'en octobre 2025, l'opposition radicale que nous avons dans le Front commun allait mener des actions. La preuve, la première action qui a été menée, c'est que le préfet sort un communiqué pour dire que toute manifestation, marche, y comprise, est interdite. Et le Front commun sort un communiqué pour dire que la marche du 11 octobre 2025 est maintenue. Donc on est toujours dans le langage, dans cette forme de radicalisation qui est que tant que nos réclamations n'aboutissent pas, on va y aller, on fera ce que nous pouvons faire. Seulement, et ce qui me désole, c'est qu'on n'a vu aucun des leaders de l'opposition, ni du PPACI, ni du PDCI RDA, à Blocos, aux côtés de ces jeunes que nous avons vus essayer de tout bloquer, essayer de tout mettre à mal pour que leurs revendications puissent aboutir. Leur présence aurait donné un signal fort à leur initiative et aurait peut-être rehaussé le niveau de la mobilisation, ce qui n'a pas été le cas. Donc bien évidemment, ça a été circonscrit et je pense que ça sera le cas jusqu'après la présidentielle. Josias, ça c'est moi avant la pause, vous vouliez réagir, allez-y. Oui. Il faut savoir que ce qui se passe actuellement n'est pas nécessairement la faute de l'opposition. On est dans un contexte où ce qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui s'est passé hier, autrefois. Il y a eu des tentatives de discussion qui, normalement, devaient permettre à ce qu'on n'arrive pas à cela. L'opposition a demandé, le parti au pouvoir a réagi par moment. On n'a pas nécessairement atteint ce qu'on devait atteindre pour éviter ce qu'on a aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que, aussi bien on pourrait dire que l'opposition est en erreur en faisant ceci, il faut également prendre en compte la responsabilité du pouvoir en place, qui aurait peut-être fait quelque chose qui aurait empêché qu'on ait ce qu'on a. Quoi, par exemple? Discuter, peut-être calmer le jeu par d'autres moyens. Pour ne pas qu'on ait M. Laurent Gbagbo qui dit « vaille que vaille, il sera candidat ». Pour ne pas qu'on ait M. Tidjane Thiam qui ne se retrouve pas dans le pays, mais qui, de l'autre côté, lance également des mots d'ordre ou demande à ce qu'on puisse faire certaines choses ici. Donc moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui s'est passé autrefois. D'ailleurs, les marches, par exemple, qu'on décrit aujourd'hui, les jeunes vont se faire tuer, les jeunes vont mettre un thème à l'avenir. Bon, jusque-là, il n'y a pas de mort, hein? Oui. Mais, heureusement, on espère que ça va continuer comme ça. Mais ces marches que tout le monde est en train de décrier, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a toujours été, utilisé par les hommes politiques, généralement pour parvenir à leur finalité. Nous, en tant que jeunes, on a été ceux-là qui, pendant les périodes chaudes de l'histoire de la Côte d'Ivoire, n'avons pas vraiment vécu ces événements-là. Ce que nous, on a connu, c'est ce que nos parents nous ont dit. Ce que nous, on a connu, c'est ce que, par chance, on a eu à voir dans les bouquins, on a eu à voir à l'école. Généralement, ce que nous, on connaît ou on remarque, c'est que la rivalité qui existait entre deux personnalités, M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara, est une rivalité qui est tellement profonde à toucher nos parents, qui finalement se trouve dans nous, nos manières d'agir, dans nous, nos manières de concevoir les choses. Malheureusement, nous jeunes aujourd'hui, 18, 25 ans, nous sommes ceux-là qui autrefois étaient dans les rues. Le samedi, c'était des policiers qui n'étaient pas si jeunes, si vieux que ça, 25 ans, 28 ans, qui arrêtaient les jeunes également de 19 ans, 18 ans. Finalement, ce sont les Ivoiriens des deux camps. On a des Ivoiriens aussi du côté des forces de l'ordre que des militants qui, malheureusement ou par incompréhension, se retrouvent dans une situation qu'on aurait peut-être empêché d'arriver s'il y avait discussion, clairement. Alamine? Oui, pour emboîter le pas à Mamadou Diarra-Souba, c'est qu'on a une grosse problématique en Côte d'Ivoire par rapport à la compréhension des discussions. Même en Côte d'Ivoire, lorsqu'on regarde dans le rétroviseur de notre pays, les discussions politiques qui ont eu des effets significatifs pour ceux qui ont voulu la discussion, c'est que quelque part sur le théâtre des opérations, donc sur le terrain, ils arrivaient à équilibrer le rapport de force. Des discussions, il y en a eu. Mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire est dans une transition paradigmatique en ce qui concerne l'ancrage de ces institutions. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que les derniers grands accords politiques ont conclu qu'on doit suivre le strict fonctionnement des institutions de la République. Donc, on peut faire 4, 5, 10 discussions, mais est-ce qu'après le bénéfice peut être atteignable pour l'opposition si
c'est des questions qui concernent des mesures exceptionnelles ou bien souvent même des questions de révision de la liste électorale qui, lorsqu'elles seront faites, vont peut-être bousculer le calendrier électoral, voire même constitutionnel. Il y a eu beaucoup de responsabilités sur le plateau ici, avec le vice-président de la CEI. On a estimé qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être améliorées. Mais la responsabilité du pouvoir, de l'opposition, est forcément engagée dans tout ce processus-là. Bon, la chose que je décris le plus aujourd'hui, c'est que nos partis politiques sont encore dans des vieilles recettes. Ces vieilles recettes qu'on a connues dans le passé qui aujourd'hui ne peuvent pas porter des fruits. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la culture du capital intellectuel. Est fort politiquement aujourd'hui celui qui a une bonne stratégie, une bonne programmation et une bonne planification. Même le RHDP, parti au pouvoir aujourd'hui, est taxé de beaucoup de choses par l'opposition. Mais vous allez voir qu'en matière de réflexion, en matière de prospection, en matière de compréhension des enjeux tactiques, le RHDP a des années-lumière. Donc quand on sait que le rapport de force n'est pas établi depuis la communauté internationale, on a dit ici depuis des mois, on voyait que le dispositif se fermait, les taux se refermaient au fur et à mesure, même pour le président Thiam. Depuis la communauté internationale, depuis la justice même sous-régionale, quand on saisit toutes les institutions, quand on n'a pas de gain de cause, quand on interne sur le théâtre des opérations, c'est difficile. Quand du moins les institutions de la République, c'est difficile. En politique, rarement, le choix est entre le bien et le mal. Généralement, en politique, le choix est entre le mal et le moindre mal. Donc oui, ma personne ne peut pas être président de la République par rapport à cette élection. Mais est-ce qu'en mon sein, je ne dispose pas des personnes qui peuvent le faire? Oui. Si l'enjeu suprême est de servir les Ivoiriens à l'aune de nos convictions, à l'aune de nos idéaux que vous partagez plus ou moins dans le même parti politique, pourquoi ne pas partir simplement vers cette transition intellectuelle-là? Et aujourd'hui, je pense que c'était quelque chose de très faisable. Imaginez sur l'instant les 4 candidats aujourd'hui qui ne sont pas du RHDP, candidats à l'élection présidentielle, plus un soutien d'un Laurent Gbagbo, d'un Tidiane Thiam. On aurait pu avoir un deuxième tour et puis créer quelque chose. Mais cette volonté farouche de prétendre d'un côté qu'on respecte le droit parce qu'on accepte un report d'une marche et puis demain, la même marche que le préfet donnait quitus hier, on estime qu'aujourd'hui c'est illégal, il n'a pas le droit de donner quitus pour cette même marche et on va marcher pour avoir quel bénéfice? Les responsabilités sont partagées, mais je pense que ce qui fatigue le plus l'opposition ici en Côte d'Ivoire, c'est que d'abord, ils oublient qu'eux tous ont été aux affaires. Donc c'est facile de pouvoir regarder dans l'histoire pour venir dire toi aussi tu as fait ça, toi aussi tu as fait ça. On doit aller vers un processus de transition intellectuelle où on réfléchit à la fois de manière technique, de manière tactique, pour qu'on puisse rééquilibrer le rapport de force. Les discussions politiques ne pourront pas aboutir à ce résultat-là. D'accord.